Bonjour et bienvenue à Visionnaire. On a sauté une semaine pour des raisons justement médicales et on revient aujourd'hui avec un médecin, une femme médecin psychiatre que vous voyez à côté de moi qui est le docteur Suzanne Lamarre qui revient avec un livre en fait qui s'appelle Aider sans nuire, délaisser le rôle de sauveur pour favoriser la participation. Et Suzanne arrive à point nommé en plus à cette émission que si vous la regardez en direct, vous allez comprendre qu'on est dans un contexte post-pandémique où est-ce que il y a vraiment des besoins criants en santé mentale. Suzanne avait publié ce livre-là dans la fin des années 90, revient avec une édition bonifiée en fait à 75-80% de nouveaux contenus parce que les choses ont évolué depuis le temps en psychiatrie. Suzanne Lamar, bienvenue à Visionnaire. Merci d'être là avec nous. Ah ben merci de m'avoir invité, France. C'est un grand plaisir d'être là avec toi. Ouais. Écoute, on a des atomes crochus et une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui, c'est aussi parce que j'aime beaucoup ta vision dans ce livre Aider sans nuire qui parle bien sûr du rôle de sauveur puis redonner la responsabilité aux patients de se reprendre en main. Il y a 4 grandes révélations dans ce livre-là et la dernière partie, la 4e grande révélation, c'est de dire la science a évolué. On arrive maintenant avec une meilleure compréhension, entre autres avec l'épigénétique, que on n'est pas obligé d'acheter le programme de nos parents puis de nos ancêtres, le programme génétique, avec toute la neuroplasticité que le cerveau peut se transformer, les études sur la pleine conscience. Et toi, tu apportes tout ça comme nouveau. C'est un vent de fraîcheur dans un livre d'une psychiatre qui, disons-le, tu as été quand même directrice du département de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Mary, puis tu étais encore prof adjointe à McGill. Donc, c'est quoi qui s'est passé comme révélation pour toi pour que tu arrives à comprendre ça? Bien, il y avait cette première révélation de protecteur protégé. Et puis, je raconte dans ça comment j'ai fait mon coming out sur mon côté protecteur dans ma propre famille à 17 ans. Tu sais, je pensais que c'est moi qui sauvais la famille. Alors, une chance que j'ai eu une personne bienveillante à mon père pour me demander en privé, tu crois pas tout ce que tu racontes, Suzanne? Alors ça En m'a voulant dire que tu crois pas que tu es en train de nous sauver pour vrai, là. Prends pas ça sur tes épaules. exactement. Et puis, comme c'était un homme très bienveillant, ça m'a fait un choc. Ça a changé mes plaques tectoniques. Alors, puis là, j'ai réalisé dans les mois qui ont suivi, mais c'est bien trop vrai. On est en train de participer. Alors, puis j'étais pour aller en médecine. Alors, quand je suis arrivée en médecine, je n'ai vu que des sauveurs. Bien Et sûr. là, et puis en psychiatrie, encore plus, parce que les gens me demandaient à moi, est-ce qu'il peut sortir? Ben là, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? En avez-vous peur? Ou bien, tu sais, on pensait que le traitement allait changer les relations. Alors que Avec c'est là, l'entourage. alors c'est là où j'ai appris à donner des contextes de participation mais ça m'a pris, ça prend du temps parce que de génération en génération, on a eu le rôle pour le médecin, on a vraiment eu le rôle de tout faire puis Ouais. d'essayer de sauver le monde. Alors, D'être le sauveur. Écoute, moi, j'ai toujours la même ligne. On n'est plus à l'époque de dire à notre médecin, guéris-moi de mon cancer du poumon, puis je vais aller fumer une cigarette. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on reprend notre pouvoir et la médecine est obligée de suivre. Dans le fond, redonner le pouvoir aux patients, c'est ça que tu dis, toi. Dans le fond, aider sans nuire, là, ça veut dire autant dans la famille que chez les médecins qui sont épuisés. et, Dégagez-vous du sauveur, puis de redonner des responsabilités à votre patient, puis ça va aller beaucoup mieux. mais toutes nos méthodes sont orientées vers moi, je sais ce qu'il te faut. Oui. Alors, deviens son cerveau, je deviens le cerveau de mon patient sans m'en rendre compte. Mm. Et je dois dire que c'est tout un travail. Même maintenant, je vois des patients et je m'aperçois, quand je me sens, moi, oh my God, contrôlé par mon patient, je me dis, oh my God, je suis devenu, fait partie de son système maintenant. Alors, il faut vraiment que je l'aide. Et puis, c'est là où ma troisième révélation, ça a été Richard Schwartz, qui m'a fait comprendre que le système externe que je voyais était dans la tête des gens. Ils s'attendent à ce que l'autre sache pour eux.
c'est intuitif, ils n'ont même Je pas dirais même que c'est pensé. acquis parce qu'on l'a vécu comme ça de génération en génération. C'est ça. Alors, et puis faire des erreurs, c'est comme, c'est terrible plutôt que c'est normal pour un humain. Essai-erreur. Mais cette partie performante qui a plus d'énergie, qui est épuisée, qui est à bout de nerfs, dit, ben, il faut que je voie des spécialistes. Mais qu'est-ce que le spécialiste va faire pour renouveler ton énergie? Alors, c'est vraiment important qu'elle saisisse qu'elle-même n'est pas dans un système à l'intérieur d'elle qui peut fonctionner pour aller avec ses vulnérabilités, son autodétermination et son territoire. Alors, elle a appris à dire oui pour être performante, puis pas se demander est-ce que j'ai l'énergie pour le faire, est-ce que c'est possible. Alors ça, pour avoir ça, Richard Schwartz parle du self-leader en soi. Et on sent son self quand on n'est plus pris dans son ego. Alors, quelqu'un peut Ça, c'est un dire... gros travail, sortir de l'ego. On s'entend, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout pas dans un système organisé comme le nôtre, là. Absolument. Ça, tu viens d'apporter l'autre aspect. Il faut que je me donne un contexte où je suis en train de participer et non pas que l'autre surveille ce que je fais de travers. Alors, c'est bien important de savoir si quelqu'un me blâme pour mes erreurs, je suis pas dans... Il faut que je change quelque chose dans mon contexte. Je suis pas en train de réorganiser. Et moi, ma lettre fétiche, c'est R. Réorganiser. Respect de ma règle de respect. Oui. Responsabilité, j'ai toujours peur de ce terme-là. Mais sans la culpabilité. On s'entend qu'être responsable, c'est être co-créateur dans notre processus de guérison plutôt que de remettre ça dans les mains du spécialiste. Et comment participer? Bien, si je veux participer, France, il faut que j'ai le plan. Il faut que je comprenne le plan. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour que les gens saisissent c'est quoi un psychiatre, c'est quoi un spécialiste en santé mentale, quel plan il suit exactement. Alors, parce que dans ma tête, il faut que je l'ai, ce plan-là. Alors, c'est beaucoup plus facile d'ajuster quand j'ai le plan. On est en ville avec les cônes oranges. Là. Si je n'ai pas une idée où je m'en vais, même le GPS peut me mêler un peu. Tu sais? Alors ça m'est arrivé la semaine dernière. Écoute, avant qu'on aille plus loin pour tout ça, ouais. j'aimerais que, parce que là, on est en début d'émission, on vient de vivre, pour ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en différé, bien, placez-vous au printemps 2023. Là, on vient de vivre au Québec des semaines très éprouvantes où des gens avec des problèmes de santé mentale, de toute évidence en psychose, même si je ne peux pas faire de diagnostic, là, mais de toute évidence en psychose, ont tué des gens à répétition dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe, Suzanne, dans notre société, d'après toi? Puis où est-ce que le bas blesse? Puis comment on peut revirer ça de bord, là, ce gros navire-là? Bien, c'est à la fois, on est rendu à l'étape du virage, comme tu dis. Parce qu'on ne peut plus dire à quelqu'un, même si comment. Et puis c'est là où ma deuxième révélation était s'occuper de la première crise psychiatrique, même pas psychotique, psychiatrique. Alors, okay, on va le mettre en contexte. Là. Ça veut dire, dès que quelqu'un a des symptômes là, ou émet des pensées suicidaires, il faut le prendre là avant d'attendre qu'il soit en psychose. Même avant. Quand quelqu'un s'isole, okay, c'est bien mauvais. Alors, avec nos enfants, moi maintenant, j'ai des petits-enfants, et puis je me sens bien à l'aise. Ils peuvent parler de leurs problèmes, puis comment ils vont les gérer. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui s'isole, c'est mortel. Dans tous les sens du terme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui s'isole? Parce que tant de parents sont pris avec des adolescents, s'ils sont un peu renfermés, qui vont s'isoler, qui vont jouer aux jeux vidéo un petit peu plus intensément. Puis... Et puis, c'est pour ça que les parents doivent faire un travail eux-mêmes de oser avoir des problèmes pour en parler et non pas pour être parfait. Ou bien pour être des parents parfaits qui rendent leurs enfants heureux tout le temps. Maintenant, ils ne pourront pas parler de leur malheur. Alors, c'est pour ça qu'il faut être juste good enough partout. Alors, juste assez bon. Alors, pour que
permettre à l'autre de s'essayer puis d'oser dire, je ne suis pas capable de faire ça, comment je vais m'y prendre? Alors, d'installer un contexte de participation chez soi. J'avais une famille qui me disait, ben, j'ai de la difficulté avec ma mère, elle est trop intense. Alors maintenant, je leur propose, ben, si vous trouvez, aidez-vous là, pour apprendre à parler de vous avec l'autre et vous n'êtes pas le problème. Vous avez seulement des problèmes, puis si on n'a pas de problème, on s'ennuie. Alors, il faut avoir des choses à régler. Des Alors, défis. oui, des défis. Et puis, si je ne m'en donne pas, mais il ne s'agit pas de me crever dans le défi. C'est moi qui choisis jusqu'à un certain point. Sauf que la vie d'étudiant, c'est toujours la partie un peu plate parce que c'est l'autre qui me dit qu'est-ce que je dois savoir, je ne dois pas savoir. Alors, il faut savoir que la période d'étudiant est toujours un peu temporaire. Elle est temporaire, on est content. Mais Mais dans alors, les je années, reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui s'isole? À part OK, j'ai entendu la bonne réponse qui est permettons-nous comme parents d'être imparfaits, de discuter de ces défis-là. et d'être un modèle à ce moment-là, OK. de cesser de donner des conseils, d'être des modèles Prêcher par pour, l'exemple. oui, je ne sais pas quoi faire avec ça. Oh my God. Alors, et que l'enfant voit, parce que c'est juste, on est des modèles, un humain apprend par modeling. Alors, si on se donne comme règle dans la famille, maman, t'es trop intense, et puis je proposais de mettre la main comme ça, pas pour frapper, mais pour, hop, tu as envahi mon territoire. Alors, chacun, on va réapprendre à respecter les territoires De et, l'autre. et l'autodétermination, parce que, oui, les différences. Et on ne peut pas, la dernière chose qu'un humain veut, c'est être contrôlé. Alors, il va s'opposer. Quand on voit quelqu'un s'opposer, c'est qu'on est en train de lui imposer quelque chose. Alors, juste connaître ces règles simples, mais qui sont tout un changement par rapport à ce que nos générations nous ont donné, de nous faire honte, puis de nous faire sentir coupables, de ne pas répondre à leurs demandes. Alors, quand on se sent honteux et coupable, puis qu'on s'isole, c'est là où c'est sur ça qu'on travaille. Et puis, avec ce qu'on a vu dernièrement, on dit un chauffeur d'autobus s'en va dans une garderie. Puis, alors, tu te dis, cette personne-là n'a pas appris à être dans un contexte où il peut parler de ses problèmes. Il a appris à être performant. Ou, quand tu disais, France, c'est la psychose, si on l'apprend dès le début, on peut permettre aux gens de réaliser que c'est un chemin qui n'est pas profitable. Comment apprendre à voir sa psychose? Au début, on est capable. Quand on est dedans à plein, là, on est perdu. On est déconnecté. Alors, Complètement. c'est Complètement. la connexion. Et Pour l'avoir vu à quelques reprises chez des gens assez proches de moi, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour ramener quelqu'un qui est en pleine psychose. Il faut laisser le temps faire son œuvre, il faut les médicamenter pour les ramener sur Terre un peu. Mais c'est vrai qu'en début, par contre, il y a quelque chose à faire, sauf que ce sont des signes avant-coureurs qui ne sont pas faciles à détecter et souvent, les gens ne vont pas demander d'aide. Non, mais c'est pour ça que la connexion, pour moi, c'est crucial. Quand on dit que quelqu'un est en psychose, il est déconnecté. Ben, déconnecté, tu ne vas pas loin avec ça. Hein? Alors, c'est pour ça que, comme tu dis, quand tu es déconnecté, tu ne peux pas faire autrement que d'essayer de le contrôler. Puis, c'est pas facile. Mais il ne faut pas que ça se répète. Après, il faut prévoir comment on va s'organiser pour être connecté par rapport. Et puis, la maladie, c'est pour ça que je voulais te citer une phrase de Jung que j'aimais bien. La maladie est l'effort que fait la nature pour nous aider à guérir. C'est tellement vrai. Merci de le nommer. La maladie est l'effort que fait la nature pour nous aider à guérir. En fait, le maladie, c'est un signal de notre corps qui nous dit, qui a toujours raison, hey, tu t'es renié quelque part dans le détour. Reviens. Exactement, exactement. Et puis c'est pour ça que Richard Schwartz, cette troisième révélation, prend le symptôme comme un protecteur. Et comment ne pas le faire disparaître, mais lui dire qu'est-ce que ça ferait si
plus anxieuse autant, qu'est-ce que ça ferait? Tout en sachant qu'il y a des gens qui ont une propension à l'anxiété. Mais est-ce que c'est elle qui va m'aider seulement, ou bien si on va pouvoir gérer ça en regardant quel est mon système? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment ça marche quand je me sens pas bien? Quand je me sens pas capable? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que je m'en sens coupable? Ou bien si je l'accueille, puis je me dis, il faut que je réorganise. Alors, c'est ça que dans le siècle de la performance et de la méritocratie, on peut pas... Ça y va au mérite, on y va au mérite. Oui, ouais. Alors, on parvient pas à voir qu'est-ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de trop m'en demander. J'ai dit oui. Les gens disent, ben, il faut apprendre à dire non. Non, non. On dit pas non, puis c'est tout, parce qu'on est connecté. Non, mais comment on peut réorganiser? C'est quoi ton besoin? C'est quoi le mien? Dormons sur ça, on n'a pas trouvé encore tout à fait, mais on a quelque chose, un problème là à régler. Parce que ça me frustre quand tu fais ça. Puis toi, ça te frustre quand tu fais ça. Comment on va se réorganiser? Là, tu viens de nommer les bases de la communication non violente. Il y a tellement d'éducation. Exactement. Oui. Il y a tellement d'éducation à faire parce que... Tu viens de nommer le mot. Oui. Violence. Oui. On voit que l'Ukraine et la Russie pensent qu'ils vont régler quelque chose en s'entretuant. Ben oui, on pense qu'on va s'incendier avec du feu. C'est ça l'affaire. La violence, si on apprend à se protéger dans sa famille sans violence, moi maintenant, c'est ça qui me surprend le plus. Dans les familles, il y a tellement de violence. On s'accuse, on se fait honte, on se rend coupable, et puis on n'appelle pas ça de la violence. On appelle ça, j'ai des bonnes intentions, tu sais bien que je fais ça pour toi, et puis je crée plein de dettes avec mon dévouement, plutôt que de permettre à l'autre de pouvoir me dire non, je ne peux pas. Comment on va réorganiser? Et non pas, si je dis non, c'est que je suis un opposant. Alors, c'est toute une culture à installer, celle de la participation. Et comment on va, d'après toi, justement, changer cette culture d'une médecine en silo où est-ce que chacun a sa spécialité, le psychiatre donne des consignes à son patient malade et qui est dans son rôle de sauveur. D'ailleurs, je veux juste... ici, j'ai bien aimé la définition du sauveur, la naissance du sauveur en soi, qui peut être le soignant, mais qui peut être aussi un proche dans une famille. Le sauveur naît chez un individu pour mettre fin à une position de soumis face aux directives absentes ou incongrues de ceux qui le dirigent. Donc, le sauveur, il vient au monde à partir du moment où est-ce que toute ma vie, j'ai eu des consignes qui m'ont soit tapé dessus, soit qui n'étaient pas claires, fait que moi, je vais prendre le contrôle. Exactement, puis je deviens un sauveur. Et puis c'est là, si je ne suis pas sauveur, je suis un soumis. Et voilà, un des deux. On sort de cette binarité et on installe. Puis ça, c'est pour ça que, sais-tu pourquoi j'ai pas pu ne pas l'écrire, ce livre, parce que ça a été un plaisir pour moi de l'écrire, parce que je me disais, les patients, c'est eux qui vont nous aider à changer notre approche. C'est pas nous qui allons y penser, parce que c'est eux qui sont les plus souffrants. Alors, il faut qu'ils puissent nous dire, non, je veux savoir. Puis c'est de fait ce qui est arrivé on a eu le mouvement du rétablissement en psychiatrie. Les patients disaient, on veut participer comme des citoyens à part entière, mais on n'a pas saisi complètement comment c'est un citoyen à part entière. C'est un citoyen qui comprend quels sont les outils, comment on peut participer, et non pas la complaisance du soignant. Alors, on va faire quoi pour leur redonner ces outils-là? Bien, c'est pour ça que si le patient réalise qu'il a un rôle à jouer pour le changement, en fait, France, moi je trouve qu'on est dans une belle période. C'est vrai. Il n'y a plus de travailleurs. Alors,
Il faut que les psychologues, on dit on va se trouver un psychologue pour chacun. Ils vont s'épuiser, les pauvres psychologues aussi. Alors, comment faire pour se comprendre avec ce qui m'arrive? Ça veut dire reprendre notre pouvoir. Alors, c'est là qu'on va parler de solutions, Suzanne. Parle-moi des nouvelles approches, justement, de l'épigénétique, entre autres, puis la neuroplasticité. C'est quoi les nouveaux outils pour aider les gens à reprendre leur pouvoir? Oui, tu as parlé de psychose, France, puis les gens disent, ben ça, c'est vraiment une maladie là, qu'on ne peut pas y voir. Puis là, j'ai osé dire que c'est un processus santé, maladie, santé. Alors, c'est pas de l'absolu, la maladie mentale. C'est toujours en relation avec ce qu'on vit, alors que le cancer, ben, c'est des cellules qui se prennent pour d'autres puis qui décident de tout organiser, puis je ne peux plus les rattraper. Alors c'est pour ça que la psychose a ses débuts santé. Alors, le moyen pour pouvoir changer quelque chose, on disait, c'est génétique. Ma mère a été déprimée, je vais être déprimée. Non, non. On peut changer le code, pas le code, mais l'expression génétique. Exactement. En se donnant un contexte favorable, puis si je vais dans la participation, je vais pouvoir m'arrêter. Puis c'est là où la méditation a été cruciale, de venir à réaliser que si je ne m'arrête pas pour réfléchir et à ce qui se passe, c'est que je vais juste réagir. Puis réagir ne me fait pas changer quelque chose là, dans lequel je m'enferme. Ne fait pas changer le pattern. Puis on pourrait même changer le mot réfléchir, si tu es d'accord, en fait, s'arrêter, même pas pour réfléchir, pour se déposer et être inspiré de quelque chose de nouveau. Parce que réfléchir, on va réfléchir à partir de de ce qui est déjà là. Ben, tu viens de nommer, c'est quoi réfléchir? OK, alors se laisser inspirer. C'est s'arrêter. Parce que je m'aperçois, là, mon habitude, là, ça ne fait plus. Il faut que je regarde. Ah, si je fais ça, ça donne ça. Et dans tel contexte, comment je vais me faire pour changer mon habitude? Alors, ça me permet d'apprendre à arrêter. Hein, Et comme comment tu la pleine dis. conscience, parce qu'il y a beaucoup d'études, là, mais je veux l'entendre de toi, comment la pleine conscience, la méditation peut, pas juste la pleine conscience, mais toute forme de pratique de méditation peut transformer ce mode interne, justement, de fonctionnement? Ben moi, je mentionne Tania Singer dans mon livre parce qu'elle a été géniale pour dire que la méditation seulement ne suffit pas. Il faut qu'on puisse aussi euh, euh, être en relation. Et puis, Resource Project dont elle parle, elle a fait une étude comme quoi, par exemple, l'empathie puis la compassion, la différence entre les deux. L'empathie, c'est souffrir avec l'autre. La compassion, c'est aider le souffrant à voir à sa souffrance avec peut-être j'ai quelque chose à offrir en technique ou en compréhension, mais il faut que l'autre puisse voir à sa souffrance. Alors, OK, j'aime cette nuance. C'est la mienne depuis des années. Merci de le nommer. et elle a réalisé que c'était un autre projet dans le cerveau. Elle dit, si on fait juste méditer, sans l'appliquer, sans pratiquer, comment être en relation avec l'autre pour que je puisse voir à ma souffrance avec l'autre et non pas que l'autre voit à ma souffrance. Et c'est là où ça fait un autre projet, un autre trajet dans mon cerveau. Et oui, et souvent, on va dire être sympathique à ta cause. La sympathie, c'est entrer en résonance, comme tu viens de le dire, avec l'autre et finalement le prendre sur nous. Et là, on va être en réaction un avec l'autre, ensemble. Alors que la compassion, quand on comprend la compassion, c'est vraiment un état de détachement dans un amour inconditionnel qui permet de, oui, donner un coup de main à l'autre, mais pas le prendre sur nos épaules. Oui, voler un problème que j'appelle les voleurs de problèmes, avec tous nos conseils, plutôt que permettre à l'autre de voir à son problème avec les moyens qui vont avec son contexte. Et là, France, je voudrais juste faire une parenthèse pour, on vient de nommer sympathie, empathie, compassion. Et Tania Singer, elle utilise ce que nous, on prenait pour de l'empathie, elle le prend pour la compassion. Et sympathie, c'est l'empathie pour elle. Alors,
Non, mais c'est important Oui, de juste absolument, absolument. clarifier. Ouais, J'en fais, ouais, j'écoute, ça fait ouais, des années que je raconte ça, fait que je ouais, comprends tellement l'importance de cette nuance-là. Écoute, je voudrais ouais. mettre quelques petits commentaires là, pendant qu'on est là. Alors, il y a Neriman qui dit: Excellent, je suis psy, je travaille avec mon approche qui focus sur l'autonomie des patients sans faire de prise en charge ni me placer en expert. Ben, merci de venir confirmer qu'il y a plein de nouveaux, justement, scientifiques dans votre domaine qui commencent à comprendre ça, justement, puis à l'amener à un autre niveau. Et Et ça, ouais. excuse, il y a Fred ici qui dit ce serait tellement plus simple d'aider les gens sans ressources supplémentaires. Il suffirait de faire autrement. Un retour en arrière où on pouvait avancer, prendre action, faire quelque chose sans devoir remplir un formulaire, un rapport, etc., pour justifier. Ben, effectivement, là, il va falloir aussi changer un peu de notre bureaucratie, là. Ah, absolument, parce qu'actuellement, nous sommes devenus des perfectionnistes qui ne cessent d'évaluer sans intervenir. Et puis ça, c'est catastrophique. Puis Rose et la machine qu'on a vu au théâtre avec, je me souviens pas là, de son nom, c'est Laurando. Et puis elle montrait comment son enfant autiste, elle avait eu de multiples évaluations sans jamais savoir quoi faire. Alors, c'est pour ça qu'on est devenus des perfectionnistes en évaluant. On dit qu'il faut bien évaluer le problème, mais non, on a affaire à des humains. Alors, il faut être dans un système ouvert où l'autre est en train d'essayer de saisir qu'est-ce qu'il y a à faire dans ça et non de définir tous les détails de sa pathologie. C'est inutile d'avoir tous ces détails-là. Puis là, maintenant, on se rend compte qu'il y a un chemin commun de la maladie mentale et non pas qu'il y en a des différents pour la dépression, pour l'anxiété. C'est intéressant qu'est-ce qui se passe aussi en recherche à ce niveau-là. Alors, quand ça va mal, quand je suis dysfonctionnelle, c'est le temps que j'apprenne à arrêter et puis à regarder qu'est-ce que je vais changer dans les attentes des autres sur moi et comment mon self-leader va venir avoir à mes vulnérabilités pour me ressourcer et non pour m'épuiser dans ce que je suis en train de, comment je réagis à mon milieu. Alors, On part ça doux, Suzanne, là, en terminant. On va partir ça doux, ça prend de l'éducation. On commence à l'école, on commence où avec les. Il faut bon point. transformer cette situation-là. Les enfants à l'école, c'est déjà prouvé qu'un enfant qui apprend à méditer, à s'arrêter, et puis à la maternelle, on donne déjà comment se protéger sans violence. Tu as raison d'être en colère, mais ce n'est pas dans la colère que tu peux régler un problème. Alors, il y a deux niveaux. Il y a mon système primaire et ça, il faut changer ça. Alors, c'est deux étapes, alors qu'on est encore à une étape. Comme là, ce qu'on a vu comme violence récemment, ces gens-là n'avaient pas appris à voir leur frustration à un autre niveau. Absolument. Ils se retenaient. Ils essayaient de se dire, il faut que je sois gentil. Ah ben ça, je comprends. Il faut comprendre. Non, non, il faut que tu vois à ta frustration. Autrement, tu vas imploser ou exploser. C'est pas besoin d'être psychiatre de savoir ça. Alors, et là, ça cause aussi toute la consommation qu'on voit actuellement de substances, de n'importe quoi pour compenser à cette situation-là. J'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. Il y a aussi une grosse mode, entre autres, avec les psychédéliques et les gens pensent que ça va être la révolution en santé mentale, que si on fait de l'ayahuasca ou du LSD ou de n'importe quel autre psychédélique, on va peut-être rencontrer nos démons intérieurs et finir par se guérir. T'en penses quoi de ça? Ben, je le mentionne dans mon livre, ces choses-là. C'est la dépolarisation du système nerveux pour le reprogrammer. Mais si je ne suis pas dans un contexte, on dit thérapeutique, mais bienveillant, pour me permettre d'accueillir toutes mes peurs, comment on va y voir? Si je ne suis pas dans un contexte bienveillant, ça se peut bien que toutes ces substances, ben oui, il faut vraiment être dans un contexte
on va dire thérapeutique, là, mais en tout cas bienveillant pour que je m'accueille. Alors, c'est pour ça que c'est le même processus que quand je fais de la méditation ou que je m'arrête. J'accueille. Oh my God, j'en peux plus. Ouais, comment on va faire ça? Ah, OK, on va détacher. On va se reposer dans cette méditation, observer ma respiration, puis on va regarder à nouveau. Alors, être dans ce... alors, c'est pour ça que c'est le psychédélique. Moi, j'ai hâte que ça s'installe, mais ça va être le même processus d'acceptation, puis on peut le commencer dans le jeune âge, au lieu de s'habituer avec des mauvaises habitudes. C'est certain qu'il faut que ce soit encadré parce que là, c'est devenu une mode et quand c'est une mode, c'est une consommation qui n'est pas encadrée, qui n'est pas nécessairement réfléchie. L'encadrement, c'est toujours, France, pour m'accueillir dans ma confusion pour que j'y vois plus clair avec le temps. Voilà. Et non pas clair maintenant. Non, non. Thèse, antithèse, synthèse. Alors, il y a un processus. Il faut comprendre qu'il y a un processus. Exactement. Puis il se fait à l'intérieur de moi, puis mon système nerveux se réintègre. Alors, c'est pour ça que les troubles d'attachement et les traumatismes de l'enfance, je ne veux pas passer par-dessus ça, mais c'est comment, au contraire, c'est comment réintégrer pour que mon système nerveux, et c'est là où le système familial intérieur va avec cette réintégration. Et puis, il y a des beaux commentaires ici, là. Taloulou, en tout cas, Taloulou, ça doit être son surnom, mais merci pour vos propos si pertinents. Être à l'écoute de l'autre et non faire des rapports. Oui, merci, effectivement. Et de l'autre qui dit se prendre en charge dans un contexte bienveillant et sécuritaire est tellement essentiel. Alors, oui, effectivement, il y a des beaux commentaires partout. Merci, Suzanne Lamarre, d'avoir écrit ou réécrit avec 80% de nouveaux contenus parce que ça date quand même de plus de 25 ans, là, la première édition. Ce livre, on va le voir dans le bon angle ici, Aider sans nuire aux éditions de l'Homme. Et il y a vraiment à la fin, en plus, des solutions qui devraient être discutées, mais partout, dans toutes les tribunes, et qu'on commence dès le primaire à donner aux enfants ces outils-là pour gérer leurs émotions, gérer leurs incompréhensions, etc., etc. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Suzanne. Merci, France. Essayons de changer les choses ensemble. Hein? Ouais. Mais merci de mettre encore ton énergie là-dessus parce que ça prend du monde qui ont envie de changer le monde pour commencer à le faire. Ce que je vais dire, c'est que tu ne peux pas ne pas faire de choses. Ça, je ne pouvais pas ne pas le faire parce qu'il y a trop de souffrance inutile. Oui. Puis tu le sais, tu as vu des patients se suicider, tu as été tellement en contact avec cette souffrance-là. Alors, merci de contribuer à ce changement-là et d'être une précurseur et une visionnaire. Oui, merci France, avec toi. En gang. Merci tout le monde. En gang. Oui, merci tout le monde. À très bientôt au prochain visionnaire. Puis merci Suzanne, longue vie et j'espère que beaucoup de gens vont se procurer Aider sans nuire. Merci. Bye.